Bienvenue. Imaginez une société qui, en l'espace de 6 ans à peine, se retrouve à un carrefour décisif, forcée de choisir son destin. C'est ça, le Québec des années 1970 à 1976. Une période explosive, pleine de crises, de projets gigantesques et de transformations sociales profondes. Et tout ça, ça tournait autour d'une seule et même question. Le choix était aussi simple et aussi compliqué que ça. D'un côté, la promesse, la fierté de créer son propre pays. De l'autre, la sécurité bien concrète de créer des emplois. Ce dilemme, c'est vraiment le cœur de toute cette période. C'est ce qui va nous guider à travers les 6 années qui ont suivi. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec le point de départ de tout ça, les élections provinciales de 1970, une campagne qui a vraiment mis face à face deux visions, deux leaders et deux avenirs complètement différents pour le Québec. On a donc d'un côté Robert Bourassa, le jeune économiste pragmatique du Parti libéral. Lui, son message, c'est l'économie, la stabilité. Et de l'autre, on a René Lévesque, l'ancien journaliste vedette, le chef charismatique du tout nouveau Parti québécois. Lui, il parle d'indépendance, de fierté, de la naissance d'une nation, de style, de promesses. Et ça, c'était le chiffre magique de la campagne de Robert Bourassa. C'était sa grande promesse, hyper populaire, créer 100 000 emplois pour relancer une économie québécoise qui battait de l'aile. C'était un argument simple, direct et terriblement efficace. En face, René Lévesque, lui, jouait sur une toute autre corde. Cette citation, elle est parfaite parce qu'elle résume tout l'appel émotif et nationaliste de son projet. Il reprenait le fameux slogan de la Révolution tranquille, « Maître chez nous », mais il ajoutait que ce soit vrai. Pour lui, la seule vraie façon d'être maître chez soi, c'était de l'être pour de bon, dans un pays. Et le verdict des urnes a été brutal. Le Parti libéral de Bourassa rafle une majorité écrasante de 72 sièges avec 45% des votes. Le Parti québécois, lui, obtient un score vraiment impressionnant pour un parti naissant, 23%, soit presque un électeur sur 4. Mais à cause du système électoral, ça lui donne que 7 petits sièges. C'était une défaite crève-cœur qui montrait déjà les limites du système. Le nouveau gouvernement Bourassa a à peine le temps de s'installer que le Québec plonge dans sa plus grave crise du XXe siècle. Le débat politique, soudainement, bascule dans la violence. On entre ici dans l'épisode le plus sombre et le plus tendu de toute cette période. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le 5 octobre, le Front de libération du Québec enlève un diplomate britannique. Le 10 octobre, il récidive et enlève un membre du gouvernement québécois, le ministre Pierre Laporte. La tension est insoutenable. Le 16, le gouvernement fédéral à Ottawa invoque la loi sur les mesures de guerre, une loi de temps de guerre qui suspend les libertés civiles. Et le lendemain, le 17 octobre, la tragédie. On retrouve le corps de Pierre Laporte. En pleine crise, un journaliste demande au Premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, jusqu'où il est prêt à aller pour écraser le FLQ. Sa réponse en anglais est devenue célèbre. « Just watch me ». Regardez-moi bien aller. C'était un message clair. Le gouvernement fédéral n'allait faire aucun compromis. Et la conséquence directe de cette loi, c'est ça. Près de 500 personnes, des artistes, des intellectuels, des syndicalistes, des militants souverainistes, sont arrêtés et emprisonnés sans la moindre accusation. C'était une vague d'arrestations sans précédent en temps de paix au Canada. Et voilà comment René Lévesque a réagi. Cette phrase, elle est très dure, mais elle montre bien la fracture qui s'opère au Québec. Pour beaucoup de nationalistes, en laissant Ottawa prendre le contrôle de la sorte, le gouvernement Bourassa venait de perdre toute crédibilité. Il n'était plus qu'une marionnette. Une fois la crise passée, le Premier ministre Bourassa sait qu'il doit changer les esprits, tourner la page. Et pour ça, il revient à sa promesse initiale, l'économie. Il lance alors un projet absolument colossal, qu'on va vite surnommer le projet du siècle. Voici comment Bourassa a vendu son idée. Le projet hydroélectrique de la baie James, c'était la solution à tout. Ça allait fournir de l'électricité propre, relancer l'économie, créer les fameux 100 000 emplois. Bref, c'était le projet qui allait construire le Québec moderne et prospère. Il y avait juste un petit problème. Ce territoire n'était pas vide. Il était habité depuis des millénaires par les nations Cris et Inuits. Après des batailles juridiques, le gouvernement a été forcé de s'asseoir et de négocier. Le résultat, c'est cette entente historique. En gros, les Cris ont cédé une partie de leurs droits territoriaux, mais en échange, ils ont obtenu une compensation financière et, surtout, une forme d'autonomie gouvernementale qui était une première au Canada. Mais pendant que ces gigantesques barrages se construisaient dans le Grand Nord québécois, le Sud, lui, était en pleine ébullition. On va voir que la crise politique d'octobre 70 n'était que la pointe de l'iceberg. Toute la société était en train de se transformer. Prenez 1972.
le Québec est complètement paralysé par la plus grande grève de son histoire. Les 3 grandes centrales syndicales forment un front commun et 250 000 travailleurs du secteur public, infirmières, enseignants, fonctionnaires, débraillent en même temps. C'était du jamais vu. Pour forcer le retour au travail, le gouvernement Bourassa passe une loi spéciale, la loi 19. La réaction des chefs syndicaux, comme Louis Laberge, est la défiance totale. Ils appellent à la désobéissance civile. Pour cette déclaration, les 3 chefs syndicaux seront condamnés et envoyés en prison. Ça vous donne une idée de la tension sociale. En même temps, une autre révolution était en marche, celle des femmes. Le mouvement féministe prend une ampleur incroyable. Les revendications se multiplient. On se bat pour la création d'un conseil du statut de la femme, on demande des garderies accessibles pour toutes, on lutte pour le droit à l'avortement et pour l'égalité salariale. C'est tout le statut de la femme dans la société qui est remis en question. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait l'éternelle et explosive question de la langue. Pour essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes, le gouvernement Bourassa adopte la loi 22. Pour la première fois de l'histoire, le français devient la seule langue officielle du Québec. Alors, on pourrait penser que c'était une grande victoire pour les francophones. Mais est-ce que cette loi a vraiment réussi à calmer le jeu? La réponse est non, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. Pour les anglophones, la loi allait beaucoup trop loin. Et pour beaucoup de nationalistes francophones, elle n'allait pas assez loin, surtout parce qu'elle maintenait des droits pour l'école anglaise. Au final, en essayant de plaire à tout le monde, Bourassa a surtout réussi à fâcher tout le monde. Et tout ce mécontentement accumulé, la gestion de la crise d'octobre, les conflits de travail et surtout l'échec de la loi 22, a créé un boulevard pour le Parti québécois. René Lévesque a su en profiter de manière magistrale. Les chiffres sont clairs. L'appui à l'idée d'un pays ne cesse de grandir. De 23% en 1970, le PQ grimpe à 30% aux élections de 1973. Ça veut dire qu'un Québécois sur 3 est maintenant prêt à voter pour un parti qui veut faire l'indépendance. L'idée fait son chemin. Et c'est là que Lévesque a un coup de génie stratégique. Il comprend que l'idée de l'indépendance fait encore peur à une majorité de gens. Alors il change d'approche. La nouvelle stratégie, c'est l'étapisme. L'idée est simple. Première étape, on se fait élire comme un bon gouvernement pour bien gérer le Québec. Et deuxième étape, plus tard, on tiendra un référendum pour demander aux gens s'ils veulent, oui ou non, la souveraineté. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Après 6 années de chaos, de grands projets, de grèves et de débats identitaires, est-ce que la donne avait changé? Le Québec, secoué, mais aussi porté par une nouvelle fierté, était-il prêt à faire le grand saut et à choisir le pays avant les emplois? La réponse allait venir très très vite, avec les élections de 1976.